déniché par ma consoeur Faiza Zerwala, à laquelle rien n'échappe, l'invité de ce numéro de Tire ta langue va subir, en guise de présentation, une charade dont mon tout est la mer qui nous relie et qui nous sépare. Mon premier est son prénom, Mehdi Charef, né en 1952, qui a travaillé en usine de 1970 à 1983 jusqu'à la publication de son premier livre, Le thé au harem d'Archie Hamed, et son premier livre donne mon deuxième, Thé. Et ce livre deviendra, 2 ans plus tard, en 1985, son premier film, qui, lui, s'appelle non pas Le thé au harem d'Archie Hamed, comme le livre, mais Le thé au harem d'Archimède. D'autres films suivront. Dès 1986, Miss Mona, dont certains d'entre vous n'ont pas oublié l'extraordinaire composition de Jean Carmet en travesti sur le retour. D'autres livres devaient suivre aussi, dont celui qui vient de paraître, voilà quelques jours, dans une maison d'édition marseillaise qui vient de se créer elle-même et qui s'intitule Hors d'atteinte. Or, cette maison d'édition publie donc ce livre dont le titre est Rue des Pâquerettes. C'est un livre absolument empoignant, des petits flashs, des petites phrases. Il suffit d'un ou deux mots pour graver dans la tête des lecteurs des scènes inoubliables. La mort de la sœur dans un puits, le regard de Simone, la petite jeune fille juive retrouvée dans la banlieue parisienne, le froissement des vêtements du père, quand à l'aube, il prend son Solex, car nous sommes dans un bidonville, le bidonville de Nanterre, où le héros, votre narrateur, et sans doute vous-même, est arrivé en 1962, à l'âge de 10 ans, à la fin de la guerre d'Algérie. Pas tout à fait la fin, puisqu'on y croise les échos du 17 octobre 1961, c'est-à-dire les massacres, ce qu'on peut appeler d'une formule un peu choc, les paponnades. Et parmi toutes ces scènes, il en est une qui donne mon troisième, parce que la mer a une sainte horreur et une sainte frousse des rats. Mon troisième, c'est rat. Vous avez deviné, Mehdi, thé, rat, né. Parce que c'est une seconde naissance que c'est arrivé en France. Une seconde naissance par la grâce ambivalente d'une sorte de capital culturel, au départ modique, acquis grâce à un instituteur, mais également presque volé. Et c'est sur cette ambivalence que je voudrais d'emblée vous interroger, Mehdi Charef, sur cette tension, sur cette dialectique très fine et en même temps d'une extrême violence, parce qu'on sent cette violence symbolique que ressent un jeune homme de 10 ans qui vient d'arriver. Vous évitez le misérabilisme, même si toute la misère y est. Vous évitez l'angélisme, même si votre livre peut aussi se lire comme un hymne à la soif d'appropriation culturelle française et francophone. D'où, enfin, ma question. Comment conjuguer cette révolte contre un oppresseur colonial dont on s'accapare la langue, la culture et l'imaginaire? Comment suturer la Méditerranée? Oh, moi, je me suis dit, je crois, quand j'avais 10 ans, que j'étais obligé. Ah oui, c'est-à-dire qu'il fallait que je ne voulais pas en rester là, quoi. Je voulais absolument faire quelque chose, écrire quelque chose. J'avais très peur de faire le même travail que mon père, par exemple. J'avais très peur de l'usine, d'aller toute ma vie travailler sur une chaîne de voitures automobiles. Je crois que j'ai pris conscience très vite de ça. Et c'est vrai que je me suis servi de la langue française pour apprendre. Pour apprendre, pour évoluer, pour aller vers l'autre, pour aller... À un moment, je savais que toute mon enfance, c'était fini. Mon enfance ne valait plus rien.
Parce que d'un seul coup, j'ai compris quand je suis arrivé à l'école des Pâquerettes que dorénavant, il faudrait que je pense en français, que j'écrive en français, que je vive à la française. Parce que je savais qu'on n'y retournerait pas en Algérie. Mon père nous a dit, je me rappelle qu'on, je sais plus, il voyait qu'on n'était peut-être pas bien au début. Un jour, il nous a dit, oh, d'ici 3 ans, on retourne au pays. Je me ferai un peu d'argent, vous aurez votre certificat d'études, et on retourne au pays avec vos diplômes, vous aurez du boulot. Moi, je ne l'ai pas cru, c'était très peu de temps après notre arrivée. C'est pas possible. Donc je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose ici, on ne disait pas le mot à l'époque, mais m'intégrer. Ça me faisait très peur, mais je pense, oui, je suis allé m'intégrer parce que je me souviens très bien que quand on est arrivé à la cité de transit, juste après la destruction des bidonvilles, tous mes copains sont restés à Nanterre. Ils sont allés au collège de Nanterre ou aux écoles de Nanterre. Moi, je suis allé de l'autre côté, tout seul. Je me suis retrouvé dans un collège où j'étais le seul arabe de la classe pendant 4 ans. Non, 3 ans. Au bout de 4 ans, il y en a un qui est arrivé. Vous vous rendez compte? On n'était que 2. J'avais envie d'aller vers ce monde qui me faisait peur, les Français. Parce qu'en Algérie, ils me faisaient peur. Comme ils me faisaient peur, les Français. Moi, je les aimais pas. Mais justement, s'intégrer, c'est abdiquer ou s'affranchir? Non, c'est se libérer. C'est se libérer, c'est se servir de ce qu'on peut, de ce qu'on a dans les mains, de quelque chose de positif. Je veux pas dire les armes qu'on a dans les mains, parce qu'un stylo, c'est pas une arme, même si des fois on le met dans la poche revolver. C'est de dire, à un moment, qu'est-ce qui va me sauver quand on est à l'école? Quand on est à l'école, on écoute, qu'est-ce qui va me sauver là-dedans? Mais justement, dans le livre, l'école a un rôle très ambivalent encore, ouais. Parce que on est habitué à lire des récits où l'école intervient comme une planche de salut. Oui. Et là, au contraire, vous avez cet instituteur de l'école de rattrapage qui, lui, fait beaucoup d'efforts, mais en même temps, finalement, vous, le héros, c'est par les à côté que vous arrivez à découvrir la littérature. Ouais. Vous avez cet étudiant de Nanterre qui vient vous apprendre des savoirs parallèles. Comment est-ce que vous articulez tout ça et pourquoi justement l'école n'a pas ce rôle traditionnel? Parce qu'on était paumés, on arrivait, on ne savait pas vraiment. D'abord, on ne savait pas vraiment ce que c'était que la vraie école. Là, on y était du matin au soir. Et il y en a qui ont refusé dès le début. Moi, c'est pas que j'ai accepté, mais j'ai voulu. Dans cette école, je me suis dit, qu'est-ce qui peut me sauver? Qu'est-ce qui peut m'aider à être plus tard ce que j'ai envie d'être, par exemple? Et parce que je pense que très tôt, j'avais envie d'écrire. Et donc, je me suis mis à aimer tout ce qu'on appelle les cours de français, c'est ça, ou lire, ou écouter notre maître quand il nous faisait des lectures. Et c'est il n'y a que là que j'étais doué. Je me sentais un petit peu doué, ou comprendre plutôt. Pas doué, mais comprendre. Pour qu'on puisse comprendre, est-ce que vous pourriez lire un extrait, ces pages 108, 109, d'accord. Qui nous met précisément au cœur de ce que vous venez d'énoncer? Oui. Dans ma classe de rattrapage, oui, alors une classe de rattrapage, c'est que quand on arrivait en France, on avait 10 ans, il y en a d'autres qui avaient 12 ans, on était en retard d'école française, alors on nous mettait dans une classe, il y en avait dans toutes les écoles primaires, je pense, à l'époque, il commençait à en avoir, où on mettait les enfants en retard. Alors il y avait aussi des enfants français qui étaient en retard parce qu'ils avaient d'autres problèmes, c'était plutôt des problèmes familiaux, et là on essayait de rattraper un peu le temps, de rattraper un peu notre scolarité. Ça s'est ensuite appelé classe de perfectionnement. Voilà, je me souvenais plus, oui, c'est vrai que ça s'est appelé comme ça après. Dans ma classe de rattrapage, il y a les Chlahs, les Chaouis, les Berbères, les Soufis, les Tunisiens, les Marocains. Et moi qui croyais que tout le monde parlait arabe comme moi. Chacun a son accent, son vocabulaire, on se comprend mais tous se moquent des intonations des autres. J'ai repéré celui qui refuse de s'ouvrir à ce nouveau monde. Il ne lève jamais la main. Notre maître surnomme ce type d'élèves les manchots. Ils ne trouvent de l'intérêt à aucune matière, écrivent ce qu'on est obligé de noter, se lèvent poliment, les mains dans le dos, lorsqu'on les interpelle. Ils hésitent, bégayent, baissent les yeux, haussent les épaules,
bafouille 2 ou 3 mots, se gratte le bout du nez jusqu'à ce que notre maître les fasse rasseoir en leur infligeant une note en rouge, plusieurs fois soulignée. Monsieur Ashur, j'ai le sentiment que vous allez tenir compagnie à cette classe encore jusqu'à votre adolescence, lui lance-t-il. Certains élèves pouvent bas et le maître ajoute en bondissant de sa chaise, frappant fort de ses 2 poings sur le bureau, comme Edmond. Du haut de ses 15 ans et demi, entré en rattrapage à 12, le jeune Edmond sursaute son pourpre. À la sortie de l'école, les enfants courent vers leur baraque. Ils braillent, rient, crient en arabe. C'est comme une libération. Ils sont la 2e génération. La première était là pour travailler, reconstruire ce que la guerre avait détruit, rénover ce qui était ancien. Nous, on nous a fait venir pour rester. Ce qui nous le dit, le confirme tous les jours, nous soutient mordicus malgré nos peurs, c'est l'école. Lorsque sa grande porte s'ouvre en fin de journée, on ne la quitte pas en marchant. On se sauve sans se retourner car son cri, son message nouveau et violent à l'adresse des enfants de notre âge. Ce message est « intègre-toi ou crève ». Je pense que c'était ça. Hein. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça. Oui, je l'ai ressenti comme ça. Moi, ce qui m'emmerdait le plus, c'est que je le ressentais tellement fort. Et quand je sortais avec ma mère, parce qu'au début, elle n'osait pas sortir du bidonville sans son haïk. Le haïk, c'est un voile blanc, de haut en bas. Il fallait qu'elle allait pour sortir, sinon tout le monde nous regardait dans la rue. J'avais honte qu'on nous regardait. Et moi, je savais que c'était fini, ça, le haïk, les trucs. Quand elle me parlait arabe dans l'autobus aussi, elle criait fort des fois quand je faisais une connerie, puis elle m'engueulait en parlant fort. Là aussi, on savait que tout ça, c'était. Le mythe du retour, j'ai jamais cru, quoi. Il fallait s'intégrer aussi bien culturellement, avec nos habitudes. Le choc de culture, c'est très dur. C'est très dur, le choc des cultures. On arrive avec une culture maghrébine, arabe, hein, et puis d'un seul coup, on rentre dans l'Occident. Bof, c'est énorme. Énorme. Et moi, j'étais sonné. Alors, on est sonné pendant des mois, des années, et puis à un moment, peut-être que quand on se réveille, on se dit, je vais faire un choix. Oui. Mais c'est très violent. Mais vous n'êtes pas dupe parce que à la suite de ce passage, vous écrivez « On sera du bétail comme nos pères, mais avec un cartable sur le dos ». Et ça rejoint ce que raconte Halima, qui est une prostituée, qui était une ancienne institutrice en Algérie, et qui explique que finalement le rôle de l'école coloniale, c'était de ne pas trop instruire les petits indigènes. Oui. Et est-ce que vous avez eu le sentiment que c'était la même chose, que finalement vous mettez dans cette classe de rattrapage pour que vous sachiez mieux obéir aux ordres, mais ne pas vous émanciper Oui, on trop. Le sentait, ça. On le sentait parce que c'était même, je sais pas, c'était triste, mais on acceptait. Moi, je n'étais pas bien quand on m'a dit bon, bah, tu iras dans la métallurgie. Il y avait tellement de travail dans la métallurgie. Et je savais que je pouvais faire autre chose. Alors on demandait, mais il me dit non. Il y avait 2 propositions, c'était ça, ou l'électricité, je me souviens plus ce que c'était. Et on sentait aussi c'est là qu'on ressent qu'on est venu pour remplacer son père. On est venu pour remplacer son père parce que son père, il y a des métiers qu'il ne peut pas accéder, auxquels il y a une expansion, il y en a de plus en plus. Et dans ces métiers-là, il ne peut pas parce qu'il ne sait pas lire. Il ne sait pas lire un plan de travail, il ne sait pas lire un dessin industriel. Alors ils se sont dit, on amènera les enfants, on leur apprendra ça. Leurs enfants apprendront ça. C'est ce que j'ai appris. C'est pour ça que je me suis retrouvé en usine, parce que je savais lire un plan, je savais lire tas de choses. Des instructions. Géométriques. Et on le ressentait fortement. Et ça nous rendait malheureux. Et là, j'ai continué à être malheureux. Parce que moi, ce qui me faisait peur, c'est quand j'étais à l'école, c'est quand on allait visiter Renault. Là où j'ai eu plus peur, c'est quand on a visité Renault, l'énorme usine Renault à Billancourt. C'était dans une île et on y allait par un pont comme la prison de Sing Sing, Alcatraz aux États-Unis. Il y avait un pont de chaque côté et on rentrait dans l'île et là, on rentrait dans l'usine. Là, j'ai eu peur en traversant ce pont. Je dis non, j'irai jamais là-dedans, dans ce genre d'usine. Et tout le monde travaillait à la chaîne et on nous montrait ce qu'on allait devenir plus tard. C'est-à-dire, vous aurez un beau bleu, vous serez assis, et puis vous mettrez une pièce par pièce. Et on était toute la classe, quoi. Et on faisait des allers-retours. Et notre institut, il nous disait tout ce que faisait
l'ouvrier. Ouais. Et là, j'ai eu très peur aussi. Mais vraiment, j'ai eu peur. Je me suis dit non. Et après, j'ai continué à chercher un petit peu ce que je pourrais faire. C'est le rêve. Le rêve de lire des illustrés, le rêve de lire des bandes dessinées, de lire des premiers livres qui étaient accessibles. C'était l'écriture. Moi, à un moment, c'était ça. Je pouvais pas. J'avais trop peur. Mais dans votre livre, ce qui est extraordinaire, c'est il y avait eu un livre de Pascal Jardin, je crois, qui s'appelait La guerre à 9 ans, où on voyait la guerre dans les yeux. Vous, c'est Le Monde à 10 ans. Vous le restituez d'une façon extraordinaire et en même temps, vous permettez aux lecteurs de 2019 de voir une forme de distance sur laquelle vous n'appuyez pas, mais qui se voit. Je pense en particulier au rôle du père que vous aimez, il vous avait manqué, vous ne l'aviez pas vu avant de le rejoindre, puisque vous étiez dans le ventre de votre mère quand il est parti. Enfin vous, c'est le narrateur, mais c'est vous. Et en même temps, il y a dans ces lignes une sorte de critique féroce du patriarcat et de cette façon de se faire servir quand il mange tout seul avec sa cuillère. Et même pour les animaux, c'est excessivement moderne. Quand le mouton vous regarde. Ah oui. Et donc, je trouve, comment avez-vous fait pour écrire en reliant à la fois ces émotions brutes et naïves de 62 et toute la réflexion qui vous a irrigué depuis? Parce que c'était des moments difficiles. Quand on voit son père aller travailler, c'est des moments difficiles. On fait semblant, on a l'impression qu'à 10 ans, on ne le regarde pas, mais on le vit. On vit son trajet. On vit son trajet parce que quand il partait très tôt le matin, on était encore au lit, on allait à l'école, et on imagine son trajet quand il traversait la banlieue sur son Solex, en plein hiver, et qu'il allait avec son marteau-piqueur creuser pendant de 8 h du matin à 18 ou 19 h. On imagine tout ça. Et on imagine que ce type n'apprend rien d'autre dans la journée. Il est là que pour creuser, mettre des tuyaux, des choses dans ses tranchées qu'il creuse avec ses copains, ses collègues, et on imagine qu'il ne pense pas à grand-chose qu'à faire ça. Et on a envie, je ne sais pas, peut-être quand je dis j'avais envie d'écrire, je parle de moi, mais c'est peut-être lui que je voulais sauver, c'est peut-être lui que je voulais qu'il parle, qu'il devienne quelqu'un, qu'il ait autre chose que dans les mains qu'un... Peut-être que quand je voulais écrire, c'est le stylo à plume que j'ai, c'était peut-être son marteau-piqueur. Je voulais pas qu'il reste comme ça, mon père. Il a fait ça pendant 45 ans. Et puis bon, c'est vrai que le soir, quand il arrivait, c'était quelqu'un il fallait qu'on le... On était gamin, mais on le protégeait. Donc il se lavait tranquillement, le laissait se laver tranquillement, le laissait manger tranquillement dans son coin, parce que toute la journée, il avait le bruit du marteau-piqueur dans les oreilles. Et on respectait tout ce qu'il était, tout ce qu'il représentait. Et puis tout ce que... Oui, il s'est exilé, il a eu le courage de s'exiler. On l'a perdu de vue pendant des années, parce que le temps qu'il fasse un peu d'économie pour nous payer le voyage... pour acheter la baraque, parce que les baraques de bidonville se vendaient en contrebande. Et il a acheté une baraque en contrebande pour nous faire venir. Quand on est... Et c'est plus tard qu'on se rend compte que ce monsieur, quoi, qui ne sait pas lire et écrire, ben, c'était un type formidable, quoi. C'est un type incroyable, le courage qu'il a eu. Il a tout perdu en partant de là-bas, parce qu'il ne voyait plus ses frères, il ne voyait plus ses parents, il ne voyait plus, mais il a pensé qu'à sa femme et ses enfants. Et toute cette génération, c'est vrai qu'on n'en parle pas, on n'en a pas parlé. Ça me faisait de la peine qu'il soit invisible. Je me suis dit, j'ai écrit sur mon père pour qu'il devienne visible, pour qu'il... tiens, j'ai l'impression que chaque page, il revit. Ou plutôt, il vit. Il n'avait jamais vécu avant. Mais justement, quel a été le déclencheur pour l'écriture de ce livre très personnel? Parce qu'auparavant, vous avez écrit 5 autres romans qui sont vraiment qui ont des thématiques différentes. Et là, qu'est-ce qui vous fait vous dire c'est le moment, je vais écrire sur cette part d'histoire que finalement, le bidonville de Nanterre, ça dit quelque chose à tout le monde, mais personne
ne sait vraiment comment ça se passait, comment les gens y vivaient, quelles interactions ils avaient. Et c'est la même chose pour l'histoire de l'immigration. C'est très compliqué à transmettre et les héritiers de l'immigration ne perçoivent pas forcément tout ce que leurs parents, leurs grands-parents ont vécu en arrivant. Et du coup, vous, comment est-ce que vous vous dites je vais raconter cela, et est-ce qu'il y a une volonté de transmission, de se dire les gens ne le racontent pas, nos parents, nos grands-parents ne savaient pas. Ils ne veulent pas qu'on raconte. Oui, souvent ils ne veulent pas qu'on raconte. C'est peut-être pour ça que j'ai attendu pour écrire ce livre. Ils ne veulent pas qu'on raconte parce qu'ils ont peur qu'on mette des choses, disons, comme disait, tristes et qui attristeraient leurs petits-enfants. Je pense qu'il y a aussi de ça. Moi, j'ai écrit, je sais pas, j'ai eu peur que mes parents disparaissent. Oui. J'ai eu peur qu'ils disparaissent, et je voulais en parler. Je voulais en parler à moi-même, déjà, au départ, parce qu'avant d'écrire, on pense pour soi-même. Et puis après, on est très étonné quand on écrit de se rappeler certaines choses, certaines anecdotes, et on les trouve des fois amusantes, des fois brutales, violentes, mais on se dit et on commence par écrire parce que finalement on se dit c'était vachement dur, mais ils sont là, ils sont vivants. Ben oui, ils sont vivants. Et passagers clandestins de l'histoire aussi. Oui, ça veut dire qu'ils sont vivants, c'est que finalement, malgré tout, ils sont vivants. Ils sont toujours là, ils ont fait des enfants, leurs enfants ont fait des petits-enfants, ils sont toujours là. C'est cette survie qui surprend, qui est incroyable, qui est formidable, qu'on a envie d'écrire. C'est comment ils ont eu le courage à chaque obstacle, d'y aller quand même. Comme mon père, il y avait des obstacles, il y a un moment très difficiles, mais il les dépassait tout le temps. C'est surtout ma mère. C'est surtout ma mère, je pense, qui lui donnait cette force. Il voyait qu'elle était forte, mais il voyait que malgré tout ce qu'elle avait subi, la mort de notre sœur dès le début, qui nous a fait venir en France, je ne dis pas qu'elle gardait l'espoir, mais une force en elle. La mort de sa mère de chagrin aussi, à cause de l'éloignement. Et tout ça, elle nous portait. Je crois que c'est longtemps après qu'on se rend compte que c'est la maman qui portait tout, le père et les enfants. Quand on voit une mère qui déjà le matin est là, nous pousser pour on se dépêche pour aller à l'école, comme lui, elle faisait tout pour qu'il ait tout ce qu'il faut avant d'aller travailler, et qui nous entourait, et qui ne se plaignait pas beaucoup de cette baraque, de cette boue, qu'il n'y a pas de chauffage, qu'il n'y ait pas de... dans cette baraque, qu'il n'y a pas de toilette, qu'il n'y ait pas d'eau courante, et puis quand même... Je pense qu'après, longtemps après, je me suis dit c'est notre mère qui portait tout le monde, le père et les enfants. Oui. Petite précision, ils sont toujours vivants, dites-vous, mais pour l'état civil, quand est-ce qu'ils sont morts? Qu'est-ce que vous voulez dire? Parce qu'ils sont morts aujourd'hui. Non, ils sont vivants. Ils sont vraiment vivants? Oui. J'avais l'impression que vous en parliez comme si votre écriture les rendait vivants. Oui. C'est ce que je voulais dire juste avant. C'est ça. Oui, je voulais les rendre encore plus vivants qu'ils l'étaient. Et quel âge ont-ils? Ils ont 92 ans. Oui, et ils ont plein de... tous les jours, il y a du monde qui vient les voir. C'est les patriarches et les derniers. Et comment ils ont vécu justement ce livre? Parce qu'il y a cette pudeur qui semble indépassable chez cette première génération d'immigrés. Comment est-ce que vous leur avez expliqué je vais écrire un livre sur notre histoire, un livre qu'ils ne pourront pas lire? Comment est-ce que vous leur avez dit? Je leur explique par petites anecdotes ce que je vais dire dedans, puis je pose 2-3 questions. Comment ils sont arrivés, comment elle a vécu le premier jour où elle a pu porter le voile. Quand elle arrive en France, elle me dit comment elle se sentait, qu'elle était bancale, qu'elle n'osait pas sortir, qu'elle avait peur du regard des autres. Je leur pose des petites questions et des fois ils ne me répondent pas parce qu'ils ne veulent pas. Certaines questions doivent les gêner, mais c'est comme ça. Mais pas trop non plus parce que on est d'une culture orale
Alors écrire pour eux, c'est encore quelque chose qu'ils ne comprennent pas très bien non plus. Parce que nous, on a tout. Moi, je crois que ce qui m'a fait aimer raconter des histoires, c'est ma mère. Parce que pendant la guerre d'Algérie, la nuit, on avait toujours très peur. Parce que ça courait sur les toits, ça tirait à coups de mitraillette sur les toits dans tout le quartier. Et tous les soirs, ma mère nous raconte, pendant que ça tirait, on avait très peur, on était tout petits, on avait 3, 4 ans, 5 ans. Elle nous raconte, mon frère et moi, elle nous prenait et elle nous racontait un conte, qu'on n'entende pas les coups de feu. Et à un moment, on n'entendait plus les coups de feu, on n'entendait plus que sa voix. Et quand ça durait, elle chantait. Et elle aussi avait très peur. Et c'est comme ça que j'ai appris à raconter, aimer raconter des histoires, des contes. Écrire aussi, je pense que c'est elle qui m'a donné envie de l'écrire. Parce que j'imaginais toujours les personnages dont elle nous racontait les histoires, comment ils étaient habillés, donc il y a tout et puis, je ne sais pas comment vous expliquer. Un jour, mes parents sont allés voir un de mes films, parce que mes sœurs les a amenés, et puis ils n'ont rien dit, ils sont rentrés. Alors mon père, je l'ai vu peut-être 2-3 jours après, il me dit, ta sœur nous dit des bêtises, dis donc, elle nous amène voir un de tes films, c'est pas possible, c'était pas toi. Parce que j'étais pas dans l'image. Ouais, avec le livre, ça doit être pareil, je pense. J'avais réalisé le film, mais je n'étais pas acteur. Et avec le livre aussi. Alors on se parle peu, et puis ça les dépasse qu'un de leurs enfants, même à mon âge, écrivent. Parce que chez nous, ça, je n'ai jamais fait. C'est nous, on n'écrit pas. De cette montagne où on vient, non, il n'y a qu'une éducation, il n'y a qu'une expression, c'est l'oral. Mais justement, il y a une scène qui est extraordinaire dans le livre, parce que vous ne questionnez pas votre père, mais une fois, vous osez questionner votre mère, et elle vous répond, alors qu'elle n'a jamais parlé de ça à quiconque, et ça concerne à la fois l'écrit et l'oralité, puisque vous lui demandez l'explication de ses tatouages. Oui. Et cette scène est absolument inouïe, et on voit comment, effectivement, elle porte tout, et elle est si forte que vous osez l'interroger, alors que vous n'osez pas interroger votre père. Aujourd'hui, vous posez quelques questions à votre père. Oui, sur certaines précisions, comme les dates, comme les lieux, mais il n'aime pas non plus de trop en parler. Oui. Sinon, ce qui m'a étonné sur les tatouages, c'est que tous ces hommes qui étaient des grands gaillards, machos, c'était des guerriers, des gens de la montagne, quoi, qui marchaient pieds nus, qui étaient noirs de soleil. Quand il s'agissait de montrer d'où ils venaient, leur culture, leurs ancêtres et tout. Ils choisissaient une femme, ils choisissaient le plus beau visage d'une femme pour l'écrire avec leur... C'était pas un homme qui le faisait. C'est ça qui est étrange, c'est qu'ils pourraient leur faire sur eux-mêmes. Et c'est ça qui m'a étonné, moi. J'ai dit à ma mère, pourquoi que c'est toi? Mais elle n'a pas compris que ce soit... Quand je lui dis... elle devait avoir 13-14 ans. Et quand je lui ai dit, pourquoi que c'est toi? Parce que j'avais l'air de dire, pourquoi que c'est pas un homme? Puisque c'est les hommes qui veulent que tu montres à travers ton visage de ces signes de quelle tribu tu es et qui tu es. C'est surtout ça qui m'a étonné, que ce ne soit pas le chef du village, ou de notre montagne, le chef du hameau, et que ce soit plutôt sur une femme. Et donc, Et puis après, j'ai essayé de savoir ce que ça voulait dire. Il y a tout là-dedans, il y a tout. Il y a alors l'histoire un petit peu de la tribu, il y a la religion, il y a le passé, il y a des beaux dessins. Mais elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas qu'on la tatoue. Elle en souffre même encore maintenant, parce qu'elle en a beaucoup. Elle en a sur les joues, sur le menton, sur le front, elle a un losange, et puis elle en a beaucoup sur les mains. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué dans ce livre, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un roman, dans ce livre, c'est la honte. La honte est présente en permanence. C'est la mère qui oblige le fils à cacher la viande, les 2,50 francs de viande qu'elle l'envoie acheter chez le boucher pour ne pas que le père, le lendemain, se sente... et honte quand il ouvrira sa gamelle vis-à-vis de ses collègues. C'est vous,
qui avait honte d'aller chez une vieille dame qui distribue des vêtements aux pauvres à la Garenne-Colombe. Et vous écrivez « Ce qui me gêne, ce n'est pas la charité que je demande, c'est la pitié que je reçois ». Vous racontez justement la honte lorsque vous transportez une poule vivante dans le bus, ce même bus où, ce que vous racontiez, votre mère vous parle en arabe et vous avez honte. Finalement, moi, ce que vous racontez me fait penser à 2 références littéraires obsessionnelles chez moi, qui sont Romain Gary, avec dans La promesse de l'aube, il y a cette scène de la viande où la mère prétend ne pas aimer la viande. Et en réalité, elle se prive pour son fils et elle a honte qu'il voit qu'ils sont pauvres. Et un jour, il la surprend en train de saucer dans la poêle le steak qu'elle lui avait cuit. Il y a Albert Camus qui raconte dans Le Premier Homme la honte d'avoir honte d'écrire que sa mère est femme de ménage. Et vous, chez vous, on retrouve tout cela dans cet ouvrage. Est-ce que c'est parce que, finalement, c'est un sentiment qu'on ne dépasse jamais, dont on ne guérit jamais, y compris lorsqu'on est adulte, parce qu'il y a ce besoin d'en faire une sorte de catharsis littéraire, ou c'est juste parce que c'est un merveilleux carburant à des récits? Oh non, je crois qu'on ne s'en guérit pas. Non, on ne s'en guérit pas. C'est pas un moteur, non, je ne pense pas que ce soit un moteur. C'est qu'on se juge tout le temps par rapport au mieux nanti. Et donc on est toujours à se regarder comme... et on a honte de ne pas avoir les moyens qu'ils ont, ou pas être... de faire, je sais pas, mais il y a cette honte qu'on travaille toute sa vie. Moi, je pense que ça vient, c'est peut-être ce que vous avez dit au début, ça peut-être du colonialisme. Je me suis demandé des fois si ça venait pas de là, parce que on est indigène quand on est d'un pays colonisé. Et on est indigène, on n'est pas un petit garçon ou une petite fille. On est un petit garçon ou une petite fille qui vit dans un pays où le colon est maître et pas nous. Nous, on n'est que, oui, des indigènes. Et je pense que c'est ça que j'ai toujours ressenti, moi. Moi, je suis même là en face de vous, je suis l'indigène de quelqu'un. Je n'arrive pas à m'enlever de cette peau d'indigène. Je crois que c'est lourd comme fardeau, mais je n'y arrive pas. C'est très embêtant de vivre... Et des fois, je me sens décalé, bancal. Et c'est ça. Je suis sûr que ça vient du fait que j'ai grandi pendant 10 ans, la peur du colon français, la peur du français, celui qui dominait, on ne se sentait rien du tout, on se sentait même moins que rien. Ça, c'est se rattraper ce retard, non, je crois que c'est pas possible. Tous les pays colonisés, vous remarquerez, n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre. Même maintenant, ils ont été colonisés. C'est très long après. Retrouver, je ne sais pas comment on peut appeler ça, sa dignité, son identité. Moi, ça, c'est très dur. Et c'est peut-être pour ça que j'ai écrit. Peut-être pour leur dire, vous voyez, oui, je me demande pourquoi j'ai écrit. Des fois, je vous ai dit pour mes parents, et je me demande si c'est pas pour exister. Je me sentais, on est tellement dans un vit dans une bulle sale. Et moi, je me rappelle quand ils m'envoyaient je sais pas, moi, je m'allais à leur cours de tennis. Toi, tu vas balayer le cours de tennis aujourd'hui. J'étais en classe comme ça. C'est peut-être pour ça que je me suis mis à écrire, pour leur dire, vous savez, moi aussi, je suis un enfant, quoi. Je suis un petit garçon comme les autres. Mais les lecteurs qui vont lire Rue des Pâquerettes découvriront beaucoup de choses qui vous ont peut-être échappé. Je voudrais que ce soit la conclusion, que ce soit ouvert. Oui. Dans ce livre, Rue des Pâquerettes, édition Hors d'atteinte, premier livre de cette nouvelle maison marseillaise, Mehdi Charef, il y a
peut-être sans que vous en soyez conscient, toute une économie du regard. Quand vous regardez, le fil rouge, c'est les yeux, le regard. Et comment vous allez finalement devenir cinéaste, ça se sent. À chaque page, jusqu'aux yeux de votre mère qui dit on n'a pas le droit de soutenir un regard, jusqu'aux yeux de Simone, les yeux sont présents partout et se heurtent parfois au frémissement de l'écriture. Et là aussi, il y a une tension dans ce livre, comme il y a une tension entre la métropole, la France et l'Algérie, par-delà la Méditerranée. C'est un aller-retour continuel. La tension entre les yeux qui vont faire de vous un cinéaste et l'écriture qui va faire de vous un écrivain mérite, et je ne saurais trop vivement le conseiller, de lire ce livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup.